Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons continuer sur les instruments de mesure en parlant de la justesse. Alors c'est bien beau d'avoir un appareil qui est fidèle, c'est-à-dire qui indique toujours les mêmes valeurs pour une même grandeur et qui est très sensible. Encore faut-il que la valeur indiquée, mesurée, soit correcte. Donc la justesse exprime l'exactitude entre la valeur mesurée et la valeur d'un étalon de même grandeur. C'est évidemment essentiel. Alors, en particulier, c'est essentiel en particulier pour des appareils qui mesurent directement des grandeurs exprimées dans des unités fondamentales, comme la masse, le temps ou la longueur. Pour obtenir la justesse, on effectue un étalonnage qui peut être interne à l'appareil ou externe, donc réalisé avec un dispositif extérieur. Là, par exemple, la justesse d'une balance est garantie par l'égalité des fléaux de la balance. Si ceux-ci sont de longueurs différentes, la balance ne sera pas juste. On peut effectuer avec la balance un étalonnage externe. C'est-à-dire qu'on va remplacer la masse mesurée par des masses marquées, connues à l'avance, des masses étalons. Donc on va effectuer une certaine mesure d'une masse d'un échantillon qu'on va équilibrer jusqu'à avoir l'aiguille verticale. Et puis on va remplacer cet échantillon par des masses marquées jusqu'à obtenir la même égalité. Ainsi, peu importe la masse qui sera équilibrée, ce qui compte, c'est qu'on obtient le même résultat avec l'échantillon et les masses marquées, ce qui garantit la justesse. C'est ce qu'on appelle la procédure de double pesée, souvent utilisée dans les mesures de haute précision. Avec des appareils simples, ceux-ci disposent d'un graduage, d'une graduation, avec une aiguille, et l'étalonnage a été réalisé par le fabricant directement lors de la conception de l'appareil, la fabrication de l'appareil, par comparaison avec un appareil étalon. Mais tous les appareils vieillissent. Les parties mécaniques s'usent, les circuits électroniques vieillissent et dérivent, les dispositifs magnétiques sont soumis à des phénomènes d'hystérésis et il y a également des phénomènes d'oxydation sur les pièces métalliques, etc. Donc, on doit régulièrement, si on veut une très bonne justesse, il faut régulièrement réétalonner les appareils en les comparant à des appareils étalons ou en les comparant à des étalons. Les appareils plus perfectionnés disposent souvent d'un étalon de la grandeur à mesurer en interne au dispositif, ce qui permet régulièrement d'effectuer directement avec l'appareil une vérification et un réglage du dispositif, et également d'effectuer un système de double pesée, donc équivalent à une double pesée, c'est pas toujours un poids que l'on mesure, mais de mesurer l'échantillon et mesurer l'étalon qui est en interne. Et on effectue alors un phénomène, une mesure typiquement comme la double pesée. Dans ce cas-là, la graduation, les valeurs indiquées sur la graduation n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est d'obtenir les mêmes résultats avec l'étalon et avec l'échantillon. Et comme on n'a jamais un échantillon qui est un étalon qui est identique à l'échantillon, il y a toujours une différence de graduation. On effectue alors un calcul d'interpolation avec un appareil conçu de manière, si possible, à avoir une variation linéaire de l'indication en fonction de la valeur mesurée, ce qui simplifie les calculs. La précision de l'étalonnage, ainsi d'ailleurs pour la justesse, mais également pour la sensibilité, doivent, si possible, être inférieures à la sensibilité. Parce que
À quoi bon avoir un appareil capable de mesurer des microgrammes si de toute façon la valeur n'est pas indiquée, n'est pas meilleure qu'à 1 milligramme près. Donc il faut que la justesse et la fidélité soient au moins aussi bonnes que la sensibilité de l'appareil. Une fois que l'appareil a effectué sa mesure, il faut récupérer le résultat, donc il faut lire la mesure. Beaucoup d'appareils ont une simple lecture visuelle. Ça peut être comme le pied à coulisse, que vous avez peut-être déjà utilisé pour mesurer des distances avec une précision, où on a deux lames qui coulissent l'une que l'autre avec des graduations. Dans ce cas-là, on compare les graduations visuellement. Ou alors, on a une aiguille, on en a souvent parlé, avec des dispositifs comme le miroir qui permet d'éliminer l'effet de parallaxe. Mais la vue a ses imperfections. Nous n'avons pas une vue infiniment précise et on peut être myope, on peut être fatigué. Donc, on utilise des améliorations qui pallient à nos défauts visuels, tels que loupe, lunettes ou microscope. Certains dispositifs ou une aiguille qui peut être visée avec un microscope. Une grande amélioration dans les mesures a été réalisée lorsqu'on a commencé à utiliser les plaques photographiques. Et elles sont encore utilisées de nos jours, même si on est beaucoup passé au numérique, et notamment aux photos numériques. L'avantage d'une plaque photographique, c'est qu'elle est fidèle, elle ne sera pas fatiguée, elle est précise, et elle offre en même temps un enregistrement de la mesure qui a été faite. Et on peut, à ce moment-là, sur la photographie, effectuer un certain nombre de mesures. Elle est très pratique. Par exemple, si vous enregistrez le spectre d'une émission lumineuse, au lieu de viser chaque raie une à une, ce qui peut prendre beaucoup de temps, vous avez le spectre en entier enregistré d'un seul coup sur une plaque photographique. Mais il faut quand même faire attention pour plusieurs choses. D'abord, les proportions. Si vous mesurez quelque chose qui fait 10 mm, 1 cm, sur la photo, ça ne fera pas nécessairement 1 cm. Donc le dispositif d'enregistrement photographique doit respecter les proportions ou avoir des variations de proportions qui sont bien connues. Il faut faire aussi attention aux variations du support photographique. Celui-ci peut varier en taille avec l'humidité ou d'autres facteurs tels que la température. Le numérique a permis de pallier à ce genre de déficience. En plus, la courbe d'enregistrement de l'intensité lumineuse est loin d'être linéaire. En général, les plaques photos sont assez peu sensibles aux lumières trop faibles. Et donc, il faut tenir compte de ce facteur. Là aussi, le numérique a permis d'améliorer quelque peu ce problème. La photographie a d'autres avantages. Par exemple, vous vous rappelez quand j'ai parlé du problème de tremblement du spot d'un galvanomètre dû à la très haute précision et à l'agitation thermique et autres fluctuations, et où on souhaite enregistrer la position du spot de façon à mesurer la position moyenne la plus précise possible. Une photo le fait. Vous l'exposez quelques secondes ou quelques minutes au spot émis par le galvanomètre et vous verrez directement sur la photographie la trajectoire donnée par une vibration et l'endroit où la trace est la plus lumineuse, c'est-à-dire la position moyenne. On dit que la plaque photographique effectue une intégration. De plus, les plaques photographiques sont très pratiques pour enregistrer autre chose que de la lumière visible. Par exemple, des rayons X, des rayons gamma, des particules chargées. Non seulement nos yeux ne sont pas sensibles à ces rayonnements, mais en plus ces rayonnements peuvent être dangereux. Donc avoir une plaque photographique est évidemment utile. Et dans ce cas, la plaque photographique peut être elle-même le dispositif de mesure. Par exemple, dans les ballons sondes, on peut envoyer un bloc
de gélatine photographique qui part très haut dans le ciel ou dans l'espace et qui, dans le gel photographique, enregistre directement les trajectoires des rayons cosmiques. Mais il y a mieux que la photographie, dont j'avais parlé, le numérique. Le mieux, c'est quand même l'électricité. D'autant que beaucoup d'appareils de mesure donnent un résultat sous forme électrique. On a parlé des voltmètres, ampèremètres, galvanomètres. Donc, l'électricité est quand même un vecteur très pratique. Et il existe nombre de dispositifs qu'on appelle des capteurs ou des transducteurs qui transforment une grandeur quelconque en une grandeur électrique. Par exemple, les cellules photoélectriques transforment une lumière visible ou infrarouge ou autre en signal électrique. Certains capteurs mesurent les contraintes mécaniques ou les déplacements, les mouvements. Il en existe pour toutes les grandeurs. Et le signal électrique peut alors être envoyé à un amplificateur, à un galvanomètre, voire traduit directement en grandeur numérique. Donc c'est plutôt pratique. Par le passé, cette technique n'est plus trop utilisée, mais par le passé, on utilisait souvent des stylets enregistreurs. Si vous avez un certain âge, comme moi, et que vous avez passé dans votre jeunesse électrocardiogramme ou électroencéphalogramme, vous vous rappelez sans doute des bandes de papier qui sortaient de l'appareil avec des stylets qui traçaient directement les graphiques sur le papier. Alors, cette méthode est facile, elle donne directement un résultat stocké, enregistré, avec le défaut, c'est qu'il y a pas mal de frottements dans les stylets, dans leur mouvement et le frottement sur la bande de papier. On l'a vu, les frottements sont évités. Une amélioration peut consister à utiliser une sortie non mécanique, par exemple le spot lumineux d'un galvanomètre, et de recevoir ce spot lumineux sur des cellules photoélectriques qui, elles, vont commander un système motorisé et des stylets. Dans ce cas-là, les frottements sont totalement découplés du galvanomètre et il n'y a plus de problème. Une technique qui est souvent utilisée aussi, c'est, on en a parlé aussi, de moduler le signal d'entrée à mesurer, dans le haché, en généralement à basse fréquence. Et puis à la fin, on le filtre de manière à ne conserver que la fréquence utilisée pour hacher le signal, ce qui permet déjà d'éliminer beaucoup d'effets dus au bruit. Et on peut alors analyser directement ce signal. En général, dans beaucoup de dispositifs, le signal modulé en sortie est comparé directement à une modulation de référence. Les deux signaux sont calés l'un sur l'autre, ce qui permet d'avoir directement une démodulation, un signal de sortie non modulé et parfaitement filtré. C'est ce qu'on appelle la méthode de locking ou de démodulation synchrone. Une technique souvent utilisée est d'échantillonner la mesure, surtout pour une mesure qui varie au cours du temps, et d'effectuer un comptage numérique pour avoir la valeur mesurée. Cela permet d'effectuer directement des intégrations si nécessaire, comme avec l'histoire du spot qui vibre, afin d'éliminer les fluctuations. Par exemple, si vous effectuez n mesures, vous réduisez les fluctuations par la racine carrée de n. Par exemple, si vous effectuez 9 mesures, vous diviserez par 3 l'intensité des fluctuations. Donc ça peut être assez pratique. Et ce type d'enregistrement se prête très bien à un enregistrement numérique. Donc en fait, un transducteur analogique numérique
c'est simplement un dispositif de comptage. Il y a une certaine valeur, il compte, et hop, il a la valeur mesurée. Et ce résultat numérique peut être envoyé dans un ordinateur, soit pour une analyse ultérieure, soit pour une analyse immédiate. Parce qu'il faut effectivement souvent effectuer toute une série de corrections, diverses analyses, par exemple, les valeurs mesurées, ce qui intéresse, ce sont les pentes, ou bien les valeurs extrêmes. Donc on doit effectuer toutes sortes d'analyses sur les signaux. L'ordinateur, évidemment, est très pratique pour ça. Et si l'ordinateur est intégré directement au dispositif de mesure, cela permet de faire des enregistrements numériques et des calculs en temps réel. Les technologies sont toujours plus complexes parce que le temps réel implique des contraintes dans l'électronique et dans l'informatique pour que le dispositif numérique puisse suivre le phénomène suffisamment vite. De plus, en intégrant l'ordinateur au dispositif de mesure, le dispositif peut lui-même décider d'une rétroaction sur la mesure en modifiant les réglages pour refaire des mesures ou pour améliorer les mesures s'il constate que les réglages sont insuffisants. Par exemple, il y a une gamme de mesures comme ça, il enregistre un signal juste comme ça, il en fait une rétroaction en disant qu'il faut amplifier le signal pour avoir une gamme de mesures mieux calée dans la gamme de l'appareil. On vend maintenant des appareils tout faits pour ça. Alors, ces appareils sont en général très coûteux, ils sont pour des laboratoires ou pour l'industrie. Ce sont des appareils qui effectuent des mesures parfois très complexes, très sensibles, à très haute précision, avec un dispositif entièrement intégré, avec ordinateurs qui font tous les calculs nécessaires et qui donnent des résultats finaux. Mais il faut quand même penser que le physicien qui utilise ces appareils-là, il ne se transforme pas en informaticien. Alors l'informatique est devenue incontournable. Un physicien ne peut plus faire de la physique sans être aussi informaticien. Mais les connaissances physiques restent indispensables. Il doit savoir comment on fait des mesures classiques. Pourquoi ? Parce que ça a beau être traité sur ordinateur et en numérique, le système de mesure classique reste partie intégrante du dispositif. Il fait partie de la chaîne de mesure. Il doit en connaître, le physicien doit en connaître les spécificités, les limites, et il doit pouvoir intervenir pour essayer, par exemple, d'améliorer la sensibilité ou la justesse de son dispositif. C'est vrai en particulier dans certains domaines, comme la physique fondamentale ou la métrologie, donc pour établir les étalons de mesure, où les précisions de mesure peuvent être extrêmement élevées, les mesures sont toujours très difficiles, et donc une connaissance approfondie du mécanisme de mesure sont indispensables, et on ne fait pas juste. Et améliorer les mesures, ça ne consiste pas seulement à écrire un nouveau programme informatique, il faut aussi agir sur les dispositifs physiques. Voilà, alors, une fois tout sera effectué, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi déterminer la précision de la mesure. Donc, pas la précision de l'appareil de mesure, mais la précision de la mesure qui a été réalisée. Pour ça, on va faire des calculs d'erreur. Nous reviendrons un peu sur cet aspect-là un peu plus tard. Les calculs d'erreur doivent tenir compte des caractéristiques de l'appareil, de l'instrument de mesure, fidélité, justesse, etc. Mais aussi des caractéristiques de la cellule de mesure, des circonstances dans lesquelles on fait les mesures, des perturbations qui peuvent venir influencer les résultats. Ce calcul de précision des mesures
calcul d'erreur peut parfois être très difficile. Ça peut parfois mener à beaucoup de calculs et tenir compte de beaucoup d'effets dont il n'est pas toujours évident de tenir compte, ou parfois même de perturbations que l'on ignore et qu'il faut chercher, tracer autant que possible. C'est presque un métier à part entière. Notons aussi que le physicien ne va pas toujours chercher la précision à outrance. Quand il étudie un nouveau phénomène, ce qu'il recherche avant tout, c'est de regarder les comportements d'ensemble, les comportements les plus simples et les plus basiques, de façon à comprendre le phénomène. Et puis dans une deuxième étape, quand il va commencer à élaborer sa théorie, à essayer de la valider, dans une deuxième étape, là, il va rechercher la précision et chercher à obtenir une précision la plus grande possible, de façon à vérifier sa théorie ou l'améliorer. D'ailleurs, historiquement, cette histoire de précision est assez amusante et assez a une grande importance, parce que, par le passé, il y a des siècles de cela, la précision des mesures était évidemment beaucoup plus faible que maintenant. On n'avait pas les niveaux de précision ou de qualité des mesures que l'on a maintenant, qui sont devenus absolument faramineux. À l'époque, c'était plutôt grossier, il y a des siècles. Mais curieusement, la science ne serait peut-être pas née sans cela. Parce que des mesures pas trop précises permettent de découvrir les lois les plus simples, les plus grossières, les plus évidentes. Par exemple, les mesures de dilatation des gaz, si elles avaient été d'emblée, dès le départ, d'une immense précision, il est bien probable que les physiciens n'auraient pas découvert la loi des gaz parfaits, si importante en physique, mais qui reste une loi approchée, parce que les gaz parfaits ne sont pas des gaz réels. Beaucoup de gaz réels s'approchent des gaz parfaits, et les lois des gaz sont des améliorations, des perfectionnements de cette loi des gaz parfaits, qui est une loi fondamentale. Donc il est assez ironique de se dire que c'est parce qu'ils avaient des mauvaises précisions qu'ils ont pu trouver cette loi des gaz parfaits. Mais une fois tout cela connu, ce n'est que par l'amélioration de la précision qu'on a pu alors découvrir des écarts aux lois qui avaient été trouvées et ainsi améliorer les théories. Donc la précision absolue n'est pas recherchée, mais elle accompagne et s'améliore en même temps que la théorie et la science en général. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous nous attaquerons non pas aux instruments de mesure, aux règles générales, mais nous parlerons des mesures elles-mêmes qui peuvent être faites. Merci.